Cela fait quelques années que le sujet préoccupe les Normands, quelques années que nous crions dans le désert, un désert médical. Entre 12 et 14% d'entre nous n'ont plus de médecins traitants aujourd'hui. Alors pour pallier cette pénurie, des solutions sont expérimentées. Les maisons médicales, les centres de santé, des projets souvent portés par les élus. Et depuis quelques jours, un renfort important est arrivé, celui des infirmiers autorisés désormais à mener des consultations et délivrer des ordonnances. Ces mesures améliorent-elles vraiment la prise en charge des patients? Doit-on aller au-delà jusqu'à la régulation même de l'installation, comme le suggérait fin décembre 96 députés, dont certains sont normands. Nous parlons de notre santé ce matin, de notre offre de soins. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dimanche en politique en Normandie, et bienvenue à nos invités également qui m'ont rejoint en plateau ce matin. Bonjour Jérôme Nury. Bonjour. Vous êtes député LR de l'Orne. À vos côtés, il y a Jean-Pierre Thévenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Cagny-Barville en Seine-Maritime, commune dotée d'une maison médicale. On en reparlera bien sûr. En face de vous, Stéphane Pertuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Barentin et membre de l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie. Et à vos côtés, Karim Améry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Ordre infirmier de l'Eure et de la Seine-Maritime. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation ce matin. Centre de soins, maison de santé pluridisciplinaire, appel aux médecins retraités, médicobus et j'en passe. Autant de solutions destinées donc à pallier la pénurie de praticiens sur notre territoire. Je voudrais qu'on regarde ces chiffres très rapidement. 56% des Normands habitent dans un territoire prioritaire pour l'installation de médecins. 141 structures d'exercice coordonnées existent en Normandie avec un objectif de plus 100 pour 2028. Il semblerait que la Normandie fasse partie des régions les plus avancées en la matière d'installation. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé. La diversité des formules, Stéphane Pertuis, je vais commencer avec vous. Est-ce que c'est la clé aujourd'hui pour pallier cette pénurie? On a le sentiment de toute façon que les praticiens d'aujourd'hui ne seront plus jamais ceux d'hier. Alors, il n'y a pas une clé, il y a plusieurs clés. Et vos chiffres, je disais 141 structures d'exercice pluriprofessionnel. En fait, c'est 200 structures d'exercice pluriprofessionnel. Voyez, entre le moment où on a fait la palette et maintenant, il y en a une 60 de plus. Maisons de santé, pôles de santé libéraux ambulatoires, équipes de soins primaires, enfin des regroupements pluriprofessionnels. C'est les chiffres de l'ARS, je précise, c'est pas les miens. Là, c'est les chiffres de l'URML, et l'URML a été très proactif pour justement mettre en place ces structures pluriprofessionnelles. Mais ça a poussé comme des champignons, en fait. En Normandie, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Et ça continue, et c'est croissant. 35% des praticiens, des médecins généralistes normands travaillent dans une structure pluriprofessionnelle. Pourquoi? Parce que maintenant, versus un généraliste... Versus 15% en France. Un généraliste ne peut plus s'installer seul? Ah si, il peut. Il peut, mais les jeunes médecins qui s'installent ne souhaitent pas ce genre d'exercice et rechignent à s'installer seuls. Ils ont bien raison. Ils recherchent des structures où il y a une masse critique qui fait que la maison médicale n'est pas fragile, et que si un confrère est blessé ou malade ou absent, il est facilement remplacé par la structure. On est en train de sortir d'une logique clientéliste, où on soigne une patientèle, à une logique de prise en charge populationnelle, ce qui a été d'ailleurs encouragé par la création des communautés professionnelles territoriales de santé. Et vous posiez la question, pourquoi est-ce qu'en Normandie, il y en a peut-être plus qu'ailleurs? Parce qu'il faut savoir que le dispositif des pôles de santé est né de manière expérimentale en Normandie. Sous l'impulsion de, à l'époque, Madame Bachelot, qui était ministre de la Santé, et avec l'Union régionale des médecins libéraux. Sur l'idée d'Antoine Levonneur, président de l'URML, en 2007. Alors c'est la clé, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. On va peut-être s'en apercevoir tout de suite. Je vais m'adresser à Monsieur Thévenot. Jean-Pierre Thévenot, vous êtes le maire de Cagny-Barville. Cagny-Barville, c'est en Seine-Maritime. Comme bon nombre d'élus, vous cherchez aussi des praticiens pour remplir votre maison médicale. C'est le moment, si vous avez une petite annonce à passer, Monsieur Thévenot, allez-y. Que recherchez-vous aujourd'hui, vous, pour votre commune? Alors, nous, on a un pôle de santé libéral et ambulatoire. Et effectivement, on a tous les professionnels, presque tous, sauf les généralistes. Il nous manque 2
2 généralistes pour compléter la palette et tout ce qui est nécessaire pour une offre de soins de qualité sur notre commune et sur le territoire. Vous avez sage-femme, vous avez kiné, Alors, vous avez... Nous avons actuellement un cardiologue, un gynécologue en temps plein, pas une journée par semaine, mais vraiment en temps plein. Nous avons une diététicienne, nous avons 9 infirmières, ergothérapeutes, orthophonistes, kinés, sophrologues, ostéopathes. Voilà. Donc on a vraiment tout ce qui est bien et nécessaire pour apporter cette offre de santé, mais il nous manque bien sûr les généralistes. Comment ça se fait, à votre avis? On demandera après M. Pertuis et puis justement, on fera le tour de table. On a mis tout en œuvre pour alerter, pour informer. Alors, les universités, les syndicats d'internes, les hôpitaux, on a fait une petite plaquette pour pouvoir la distribuer et montrer que cet intérêt. Et en plus, on explique bien notre territoire, qui est certes un territoire rural, mais bien accueillant. Mais ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Et on n'a aucune visite, Personne. Personne. Voilà. Comment ça se fait, ça, Stéphane Pertuis, à votre avis? C'est compliqué. J'ai un élément de réponse. Alors, j'en ai plusieurs, mais ce serait vraiment trop long de développer. On en parlait tout à l'heure. J'ai un élément de réponse, à savoir que un jeune généraliste normand, c'est déjà une jeune généraliste qui va s'installer à 35 ans. Sachant que, en gros, 80% des jeunes qui sortent de la fac... Pourquoi vous dites une jeune? Parce que c'est plutôt des femmes. C'est majoritairement des femmes. D'accord. Et ce sont des gens qui, maintenant que les études de médecine, pour être médecin généraliste, c'est 10 ans d'études. Pour peu que vous redoubliez la première année, c'est 11 ans. C'est souvent le cas. Donc vous êtes médecin, vous pouvez être en capacité de vous installer, vous avez plus de 30 ans. À plus de 30 ans, souvent, vous avez un compagnon, des enfants, etc. C'est plus compliqué pour un ou une jeune médecin, pour un jeune médecin, d'aller s'installer loin de sa ville universitaire. Donc ils vont chercher effectivement à s'installer dans les 10, 15, 20 kilomètres de leur ville universitaire. Et c'est vrai que même si le territoire est tout à fait accueillant et charmant, et je le confirme, nous aussi. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de répulsion. Il y a juste que c'est compliqué. C'est compliqué d'aller loin. Et puis, il faut être plusieurs. Là où dans les années 70-80, il y avait un médecin qui faisait 70 heures par semaine, qui travaillait le jour et la nuit. Et je ne vous parle pas des années 60 où les médecins généralistes allaient faire les accouchements la nuit. Aujourd'hui, un jeune médecin n'ira pas tout seul s'installer dans un endroit où il sera isolé. Mais là, pour le coup, il n'est pas tout seul. Enfin, Jérôme Muré, il y a même un cardiologue. Ah oui. Plusieurs. Mais moi, je pense qu'on est aujourd'hui sur un vrai sujet d'inquiétude pour nos concitoyens. Hein. Quand on fait une campagne électorale, ce qui a été mon cas en juillet dernier, le premier sujet qui vient pour les habitants, quand ils s'adressent aux candidats, c'est le sujet de la santé. Comment est-ce qu'on va pouvoir se faire soigner demain, aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas à trouver de rendez-vous, parce qu'on n'a pas de médecin traitant. Et donc, je pense qu'il faut être multi-solutions. Et ce qui est le cas, on le voit bien, avoir des maisons médicales, des pôles de santé. Il y a aussi la solution que l'on est en train, nous, de mettre en œuvre dans l'Orne, qui est d'avoir un centre départemental de santé, où là, on va faire du salariat. Donc là, on arrive à avoir, nous, une vingtaine de professionnels qui sont salariés par le département, avec des centres que l'on est en train de mettre un peu partout dans le département, avec 19 médecins généralistes, on a aussi des spécialistes. C'est tout un panel de solutions qu'il faut proposer. Oui, il faut plusieurs solutions, en fait, je pense. Parce que finalement, quand même, on a un peu tout essayé en termes d'attractivité, de regroupement. Et moi, c'est pour ça qu'à l'Assemblée nationale, je défends cette proposition de loi transpartisane qu'on a écrite. On va en parler. Et nous sommes non pas 70, mais nous sommes 258 à l'avoir signée. Je n'ai pas dit 70, j'ai dit 96 au 96, début. Voilà. Et qui va être examiné début avril, et qui, je pense, pour le coup, va être fortement discuté. Il y a quand même des chances d'aboutir, pour justement qu'on arrive sur la régulation pour les médecins généralistes. On va en reparler justement. Monsieur par rapport à ça, sur notre territoire, il y a la communauté de communes qui a la compétence santé maintenant depuis 2023, qui met en place des centres intercommunaux de santé avec des salariés. Et là, ça a l'air de fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a des salariés qui viennent et qui, là maintenant, il y a presque 8 médecins salariés qui sont à proximité. Ça voudrait dire en fait que l'activité libérale, elle plaît plus autant qu'avant, en fait. C'est ce qui se dit, mais c'est pas la réalité. Effectivement, la réalité, je l'ai cru à une époque que les jeunes voulaient plus s'installer en libéral, et en réalité, quand on regarde les chiffres, 80% des jeunes qui sortent de la fac de médecine, 5 ans après, ils sont installés en libéral.
Donc ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas rejeter les centres de santé, la médecine salariée, ça peut attirer un certain nombre de jeunes, et c'est très bien. La médecine libérale aussi. Enfin, il faut effectivement un panel de solutions pour répondre au maximum aux besoins de la population. Alors ça, c'est une évolution structurelle, on va dire. Mais il y a aussi une réforme sur le fond avec un texte de loi qui a été proposé et adopté en première lecture ce lundi à l'Assemblée, consacré à la création d'une consultation infirmière. Les infirmiers viendront désormais en aide aux médecins. De toute façon, c'était déjà le cas. Karim Améry, je me tourne vers vous. Vous êtes président de l'Ordre infirmier dans l'Eure et la Seine-Maritime. En quoi ça va consister exactement ? Qu'est-ce que ça va changer, ça ? Ça va mettre en application des choses qui se font déjà aujourd'hui. Donc ça ne va pas changer grand-chose, en fait, c'est ça ? Oui, toutefois simplifier, gagner du temps et permettre un meilleur accès, un accès plus rapide aux patients, puisque, vous l'avez dit, monsieur le député, aujourd'hui, l'accès aux soins est une véritable priorité pour le gouvernement. Je crois aujourd'hui, le ministre de la Santé, c'est le ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Il y a eu la loi Valtou, plusieurs choses se sont initiées. On a eu des expérimentations aujourd'hui qui ont été menées dans le cadre de cette loi, et notamment les certificats de décès aujourd'hui qui peuvent être réalisés par des infirmières formées, bien évidemment. Et aujourd'hui, dans le projet de loi de financement de sécurité sociale de 2025, voilà, aujourd'hui, ça sera mis en place et ça sera élargi, bien évidemment, dans le cadre avec un décret d'accompagnement et une régulation. Là, la question que vous posez, en fait, elle est essentielle, c'est-à-dire, faut-il aller voir son médecin ? On donnait quelques exemples tout à l'heure, un infirmier qui s'occupe d'un patient alité à domicile, qui a une sonde d'alimentation. Je ne veux pas être trop technique, mais voilà, la sonde est partie, il faut la reposer. L'infirmier est habilité à le faire. Mais par contre, avant d'administrer un médicament ou de l'alimentation, il faut une radio. Là, aujourd'hui, l'infirmier devra orienter le patient vers un médecin, souvent débordé. Malheureusement, ça se terminera parfois aux urgences pour pouvoir réaliser cet acte qu'il aurait pu faire lui-même. Donc, l'idée est bien évidemment de ne pas prendre la place des médecins. Enfin, je pense que ça, c'est essentiel. On travaille avec les médecins, on travaille avec les pharmaciens. Donc, c'est avant tout de l'exercice coordonné dans lequel on doit s'inscrire au service de la population. Docteur Pertuis, vous êtes satisfait de ce renfort ? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, effectivement, l'exercice coordonné. Exercice coordonné avec un projet territorial. Quand les gens se parlent, quand les gens se mettent d'accord pour mettre en place des protocoles de soins sur des territoires, ça marche. Ce qui m'inquiète un peu, c'est quand ça vient de Paris, quand ça vient de l'Assemblée, et que c'est pas encadré. Ça, c'est pour vous, la démocratie ne peut pas vous inquiéter, c'est pas possible. Quelquefois. Voilà, je crois beaucoup aux solutions de terrain, parce que finalement, ce qui s'est passé en Normandie, ça démontre. La Normandie, pour le dire très vite, c'est la 3e région de France en termes de faible densité médicale, oui. Et c'est la région où les médecins généralistes font le plus de consultations. Et que je le rappelais, c'est la région aussi en France où on a 35% de médecins qui travaillent en structure pluriprofessionnelle versus 15% en France. Donc tout ça est lié. Quand on est en structure pluriprofessionnelle, on travaille ensemble. Quand on travaille ensemble, on voit plus de patients et finalement, pour le bien de la population. Pour en revenir aux actes infirmiers, moi je suis tout à fait d'accord. Certains étaient un peu réticents, en disant un médecin est un médecin, un infirmier un infirmier, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est normal, mais moi j'émets quand même quelques réserves. Je veux dire, attention quand même, la radio, l'indication. Vous savez, moi j'ai 33 ans d'installation, 200 000 consultations, même encore aujourd'hui, avant de prescrire de l'imagerie, j'y réfléchis à 2 fois. Pourquoi ? Mais ce que font aussi les infirmiers, j'imagine. Oui, non, mais je disais, à l'aune de mon expérience, qui est quand même significative, c'est pas un acte anodin, et quelquefois on pourrait craindre que des actes soient faits ou prescrits pas nécessairement à bon escient, sans vouloir remettre en cause la compétence des infirmiers. Moi, je pensais totalement aux consultations de suivi, par exemple. Vous savez, quand on a un traitement à vie et qu'on est obligé de retourner chez le médecin tous les mois, se faire prescrire le même médicament, il y en a beaucoup. Hein. Tous les mois, non, ça n'existe plus. Pour ça, il y a aussi les infirmiers à pratique avancée, qui est quand même un nouveau statut qui a été créé il y a quelques années, qui amène vraiment, une espèce de délégation de tâches de la part des médecins maîtrisés IPA, et qui peut venir soulager, si on peut dire, le suivi
pour ce type de pathologie. Donc, alors, monsieur le député, je me permettrai juste de reprendre délégation de tâches. Non, pas tout à fait. Alors au début, oui, il y a eu des expérimentations avec, dans les années 2000. Aujourd'hui, les infirmières en pratique avancée ont une formation, un master, et avec des formations. Enfin, je crois qu'il est important de rappeler, docteur, qu'évidemment, l'idée, c'est pas de faire des choses pour lesquelles on n'est pas formé. Donc là, les infirmières... ce sera des infirmiers qui sont déjà diplômés. C'est pas des infirmières ou des infirmiers qui seront... Aujourd'hui, elles sont plus de 60 sur le territoire, 27 et 76. Je dirais que les choses aujourd'hui se passent bien et en complémentarité, je le dis, avec les médecins. Et ça, c'est quelque chose d'important. L'exemple que je vous donnais sur les certificats de décès, au début, tout le monde était un peu effrayé. Aujourd'hui, plus de 300 infirmières sur le territoire. Un petit sourire, là, il n'est pas rassuré non plus. Au Normand. Alors, quand on parle de certificats de décès, effectivement, c'est jamais très... Voilà. Mais il est vrai que nos populations, l'inquiétude, elle est là. Hein. C'est le renouvellement des médicaments, surtout pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont du mal. Et puis c'est une masse de consultation aussi. C'est ça. Et justement, on le sent. Et c'est pour ça que nous, on essaie toujours de trouver des solutions, certes, vues de notre fenêtre, pour faire en sorte d'avoir cette offre de santé qui puisse se mettre en place et qui puisse répondre à la population. Quitte à être un peu irritant, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont perçues sur le terrain. Et le terrain, j'en viens et j'en ai beaucoup discuté avec mon frère. Les infirmières en pratique avancée. On dit, en Angleterre, vous avez des médecins qui travaillent avec des infirmiers, des infirmières. Les infirmières reçoivent des patients et quand c'est compliqué ou que ça nécessite un avis médical, on demande au médecin. Là, en France, on dit... on va imposer des infirmières en pratique avancée dans des territoires avec liberté d'installation, liberté de prescription, liberté d'adressage, etc., etc. Ça veut dire que j'étais sur ce même plateau avec une ancienne ministre déléguée à la Santé et en off, je lui expliquais un peu mes réticences par rapport aux infirmières en pratique avancée. C'est quand on discute après l'émission. Et elle me disait, bien sûr, on va... Parce qu'au départ, c'était... Oui, ça va être du travail coordonné, on va travailler ensemble, etc., etc. Et puis à la fin, le texte, c'est accès direct. Accès direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Monsieur Maméry... Attendez, je finis. Un médecin généraliste qui fait 10 ans d'études, dont le cœur de métier, c'est la prise en charge des maladies chroniques, finalement, on va lui retirer la pathologie chronique, diabétique, hypertension, dépression, etc. Mais peut-être pas à chaque fois, en fait, c'est ça. Et pourquoi? Attendez. Et pourquoi? Pour que les médecins généralistes puissent vider les urgences et se retrouver à faire de la bobologie dont ne veut pas les urgences, ce qui fait du métier de médecin généraliste un véritable repoussoir, ce qui peut aussi expliquer que les jeunes ne s'installent pas. Mais tout est lié, il y a un vrai continuum, et ça, personne ne veut l'entendre. Mais je le dis et je le redis, et d'ailleurs ça a été dit par des différents responsables syndicaux. On va écouter M. Maméry, puis après on parlera régulation. Oui, parce qu'aujourd'hui, là vous parlez de l'accès direct, mais le gouvernement a pris du temps, et puis les choses se font tranquillement, doucement, mais sereinement, et de façon très sérieuse. La pratique avancée, aujourd'hui, c'est la loi de 2016, donc avec une mise en application en 2018. Aujourd'hui, on est en 2025. Les infirmières en pratique avancée, elles sont déjà sur le terrain et elles travaillent avec les médecins. Et dans le cadre, alors aujourd'hui, là, il y a la loi RIST le décret de la loi RIST 2 qui a été mis en application là ces dernières semaines, qui permet justement cet accès direct. Mais cet accès direct, aujourd'hui, il est en train de se mettre en place. Donc jusqu'à présent, les infirmières en pratique avancée donnaient entièrement, et elle donne entièrement satisfaction. Je dois le rappeler, aujourd'hui, parlons vrai, le concret, c'est aujourd'hui les malades, malheureusement, les malades chroniques. Je crois plus de 20 millions de Français sont touchés par des maladies chroniques. Combien de Français en affection de longue durée n'ont pas de médecin? Il y a quelques années, la ministre dont vous parliez, je crois que nous disait 700 000. C'est énorme. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans ces situations? Ça veut dire que le patient se retrouve sans traitement à un moment donné, sans prise en charge médicale. Et aujourd'hui, ce que font les infirmières libérales, et aujourd'hui avec le renfort très utile des infirmières de pratique avancée, c'est un travail ensemble avec les médecins dans le cadre de protocoles et d'une prise en charge qui est définie, mais évidemment qui garantit la sécurité des patients et de la population. C'est mieux que de pas en avoir, que d'avoir personne aussi.
C'est pas par dépit. C'est pas par dépit. J'ai pas dit que c'était par dépit. J'inscris vraiment cette notion de complémentarité qui est essentielle. L'ex-ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, qui souhaitait aussi, vous en parliez tout à l'heure, la mise en place d'un programme d'engagement volontaire pendant un temps, volontaire des médecins et des collectivités de l'État, un peu sur le modèle un peu du Canada. Les Canadiens, ils ont fait ça. Bon, il semblerait que le projet, pour l'instant, je ne sais même pas où il en est, ce projet, au même état que l'ancien gouvernement, où il a été rangé dans un coin lui aussi. Où on en est de ce projet? Il n'existe plus, Monsieur Nury, à votre avis? Je ne sais pas, parce que vous savez, les changements successifs de gouvernement... C'est pour ça que je vous pose la question, fait que même nous, on s'y perd. Ouais, si vous y perdez, c'est pire. Vous allez jusqu'à... Prenez-vous, en tout cas, Jérôme Nury, la régulation d'installation à travers une proposition de loi dont vous parliez tout à l'heure, une proposition de loi transpartisane. Pourquoi on en arrive jusqu'ici, en fait? On en arrive finalement à cette proposition, parce que moi, je considère qu'on a tout essayé en termes d'incitation. Nos territoires ruraux sont dans des ZRR, des zones de revitalisation rurale. On installe pendant 5 ans, il ne paye pas d'impôt sur le revenu. Il a une prime à l'installation parce qu'on est en zone déficitaire. On l'accueille dans des pôles de santé qui sont payés avec de l'argent public. Tout est fait finalement pour attirer les médecins et ils ne viennent pas s'installer dans nos territoires. Et je pense qu'on en arrive à un point a des maires qui font la pub où maintenant on est obligé d'arriver à la régulation. Et c'est ce qui se passe dans bien d'autres professions de santé. Je pense notamment aux infirmiers. Je pense aux kinés, et je pense dernièrement au 1er janvier 2025, par exemple aux dentistes, qui ne peuvent plus s'installer où ils veulent. Donc je pense qu'il faut qu'on en arrive absolument à cette solution sur la régulation, parce qu'en fait, c'est le seul moyen pour qu'on puisse avoir des médecins qui soient Alors, ça ne se fait pas comme ça non plus. Il y aurait une autorisation d'installation, en fait, délivrée par l'ARS. Comme les autres professionnels de santé. Voilà, limiter les remplacements à 4 ans, parce qu'il semblerait qu'il y ait une partie, en fait, des nouveaux médecins qui arrivent, qui préfèrent remplacer un peu plus longtemps avant de s'installer, mais pour plein de raisons différentes. La liberté d'installation, c'est un totem, Stéphane Pertuis, vraiment, aujourd'hui? Non, c'est pas un totem, mais enfin, on en a beaucoup échangé. 85% des territoires nationaux sont des déserts médicaux. C'est-à-dire qu'en fait... pas seulement que les territoires ruraux, d'ailleurs, les villes aussi, c'est important de le dire. La région parisienne, Paris, apparemment, est un désert médical. Et donc, vous avez aujourd'hui des députés. J'ai lu que seuls 25% des députés signataires de la PPL Garot étaient en zone sous-dotée. Ça veut dire que les autres sont en territoire normodoté ou surdoté. Ça veut dire que dans un territoire normodoté où on dit, tiens, il y a assez de médecins, donc on n'a plus le droit de s'installer là. Ça veut dire que demain, si la population augmente, si les besoins en santé se font sentir parce que la population vieillit aussi, ça veut dire que l'élu qui aura voté pour cette PPL devra dire à sa population, bah non, je suis désolé, on ne peut pas prendre de nouveaux médecins. Parce que finalement, voilà, c'est une sorte de carcan. C'est une sorte de carcan. Je comprends qu'on ait besoin d'y regarder de plus près, etc. Mais je pense que la méthode n'est pas la bonne. Je pense que c'est une méthode brutale. Et là, on est dans la coercition. Et tout à l'heure, je vous parlais un peu des freins à l'installation. Ça en fait partie. Dans mon territoire, les médecins, moi j'ai envie de dire, ils sont tous dans le sud ou non, ils sont encore... mais ils sont pas très nombreux. Ils sont souvent effectivement dans le sud. Chez vous, ils sont souvent sur les côtes. En fait, quand le docteur dit la France entière est un désert médical, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez à peu près 100 médecins généralistes pour 100 000 habitants, libéraux. Je vois dans le département de l'Orne, on est à 50. Donc, c'est pas vrai. En fait, tout le monde n'a pas aujourd'hui autant de médecins selon son territoire. Vous regardez, par exemple, les Alpes-Maritimes, ils sont à 120 ou 130. Bah oui. Les Hautes-Alpes, pareil. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est limiter les installations là où on est déjà surdoté et d'encourager les jeunes à venir plutôt dans les campagnes, dans les territoires où on a vraiment des besoins. Ça marcherait, limiter les installations là où déjà on sait qu'ils sont nombreux? Oui, peut-être. Je ne suis pas certain que des jeunes iront nécessairement s'installer dans des endroits où ils ne souhaitent pas exercer. Mais regardez, ça marche pour les infirmiers.
Des infirmiers, il y en a sur tous les territoires. Ils sont 700 000. Regardez. En libéral, 200 000 au niveau du territoire. Donc, ça et ils sont bien répartis en général. On les retrouve bien dans nos campagnes. Et heureusement que nous les avons d'ailleurs. Oui. J'ai pas d'avis, évidemment. J'entends tout à fait ce que dit le docteur. Mais pour les infirmières, lors de la mise en place qui remonte un peu plus d'une dizaine d'années, effectivement, ça a grincé un petit peu des dents au début. Mais aujourd'hui, c'est une norme qui est très acceptée. Et ce qui permet... Alors, je voulais juste vous reprendre concernant les zones dites normodotées. Aujourd'hui, la Normandie, d'ailleurs, n'a sur l'ensemble de la Normandie, aucune zone surdotée, ce qui veut dire qu'il y a une liberté totale d'installation. Il peut y avoir des incitations sur des territoires sous-dotés, mais normodotés, l'infirmière peut exercer, peut s'installer. Donc, par le passé, des zones comme Le Havre ont été surdotées, mais effectivement, c'était aussi un problème parce que, en termes d'attractivité de la profession, voilà, il y avait quelques blocages. Et aujourd'hui, donc voilà, c'est communément admis. Par rapport à la difficulté que certaines communes peuvent avoir, c'est aussi l'attractivité, la qualité de vie. Aujourd'hui, on parle de la qualité de vie au travail. Thévenot, là, il vous déroule le tapis rouge si vous arrivez chez lui. Là, des infirmières. Tout ce qu'il faut. On fait. Moi, j'ai le sentiment en fait qu'on avance, qu'il y a des solutions qui se trouvent. Très rapidement, il nous reste qu'une minute. Le numerus clausus, là, de toute façon, voilà, il a explosé. Il a volé en éclats. Apertus maintenant. Bah là, c'est ça. Ouais. On va arriver à un moment de toute façon à se récupérer quand même des médecins qui auront fini leurs études. Oui, mais il va falloir attendre quelques années puisque c'est long pour former un médecin. Bah oui. Donc il y a 5-8 ans qui vont être très difficiles. Et c'est pour ça qu'il faut expérimenter toutes les solutions. Et la grande crainte des médecins, des jeunes médecins, parce que moi je suis maître de stage, je suis en contact avec de très jeunes médecins, ils me disent, mais quand nous on va sortir et qu'on va s'installer, on est en train d'exploser la médecine, de donner ça aux pharmaciens, ça aux sages-femmes, ça aux kinés, ça aux infirmières, qu'est-ce qui va nous rester ? On en reparlera. Ça fera l'objet d'une autre émission, parce que c'est la fin de cette émission, c'est la fin de ce dimanche en politique. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur notre santé en Normandie. Tout de suite, vous avez rendez-vous évidemment avec votre Ici 12-13. Je vous souhaite un très bon dimanche sur notre chaîne.